Bien, bonjour. Donc dans ce cours, on va récolter un peu les fruits de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On va pouvoir travailler enfin sur un cas qui intéresse fortement le chimiste, là pour le coup, et le physicien, qui est la résolution d'équations de Schrödinger dans le cas de l'atome d'hydrogène, et puis donc les atomes hydrogénoïdes, hein, c'est-à-dire les atomes pour lesquels il y a plusieurs protons mais un seul électron, tournant, se trouvant autour du noyau. Donc pour ça, on va d'abord commencer par introduire l'équation de Schrödinger. Alors je ne vais pas faire un cours de chimie quantique, c'est pas le propos. On va juste donner quelques petits éléments de contexte pour un peu mieux comprendre de quoi on parle ici. Donc ça, c'est l'équation de Schrödinger, on appelle une équation d'onde, qui s'écrit IH bar dψ sur dt, donc psi c'est la fonction d'onde, moins h bar carré sur 2 mu, où mu est la masse, ici pour nous ce sera la masse de l'électron, laplacien de psi, plus v fois psi. Dans cette équation, V c'est le potentiel, donc il faudra donner la forme du potentiel dans le cas de l'atome d'hydrogène, puisque c'est l'atome d'hydrogène qu'on regarde. Et voilà, I c'est le nombre imaginaire, H bar 1 CH sur 2pi, H c'est la constante de Planck, d'accord. Et voilà, grosso modo, pour planter très rapidement le décor, c'est ça. On va résoudre par séparation, puisque c'est ça qu'on sait faire, et c'est ça qui marche bien pour les calculs d'orbital, à savoir qu'on va écrire que psi va être le produit. Pour l'instant, on ne se pose pas de questions sur la forme du potentiel et donc le référentiel dans lequel il est bon de se placer. Donc on va considérer pour l'instant des coordonnées cartésiennes, juste pour voir rapidement ce qui va se passer. Donc on va écrire que psi est le produit de u fois t, où u contient est dépendante des variables d'espace et grand T dépend du temps, et c'est la fonction qui prend en charge la partie temporelle. Donc si on fait cette séparation-là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ici en haut IH bar dt sur d petit t fois u. Et ici on a laplacien de u fois le grand T. D'accord? Et v fois u fois t ici. Ok, on divise par ut pour séparer les choses, et donc on se retrouve avec à gauche IH bar d grand T sur d petit t qui devient t' sur t. Là c'est bien une fonction d'une seule variable, donc on peut écrire que c'est sa dérivée simplement. Et ici on a laplacien de u sur u, ou bien 1 sur u h bar carré sur 2 mu fois laplacien de u. Ok, et v, comme on a divisé par psi au final, ça devient juste v ici. Ok, donc on a deux fonctions, une qui dépend que de t et l'autre qui dépend que des variables d'espace, qui doivent être égales. Elles doivent donc être égales à une constante. Cette constante, on va la noter E, et c'est pas un hasard, hein, ce sera effectivement l'énergie. Et du coup, ce qu'on obtient, c'est deux équations quand on résout les choses, enfin quand on écrit les choses, pardon, les deux équations différentielles qui en découlent. Pour la partie temporelle, on obtient donc que t' est égal à E fois t, fois 1 sur IH bar, et si on ne veut pas garder le i au dénominateur, on multiplie par i en haut et en bas, donc ça nous fait apparaître le signe moins ici, ça fait i carré, d'accord, qui fait moins 1, et le i donc au numérateur. Voilà, donc pour la partie temporelle, on obtient cette équation-là, et pour la partie spatiale, alors il n'y a pas de bricolage à faire avec un nombre imaginaire, donc on multiplie juste par u, les deux termes, donc v et e, et on obtient cette équation-là. Ok, la résolution de la partie temporelle est vraiment immédiate, hein, c'est simplement une équation dont la solution est exponentielle. Alors le petit point à prendre en compte ici, en revanche, c'est que c'est une exponentielle imaginaire, hein, c'est a exponentielle i θ, et on sait que a exponentielle i θ c'est a cos θ plus i sinus θ, a i sinus θ. Et donc on obtient bien quelque chose qui est en cosinus du temps et sinus du temps, et qui explique pourquoi on a bien affaire à une équation qu'on peut considérer comme une équation d'onde, parce qu'on se rappelle que quand on a une équation dont la dérivée temporelle est d'ordre 1, et spatialement on a un laplacien, c'est en fait une équation de diffusion. Sauf que là, à cause du nombre imaginaire, la solution temporelle devient une solution qui n'est pas exponentielle décroissante du temps, c'est ce qu'on a généralement pour l'équation de la diffusion. Ce qu'on a, c'est bien quelque chose qui oscille en cosinus et en sinus du temps. Ce qui est cohérent avec, pour le coup, l'équation des ondes, comme on l'avait vu jusque-là résolue. D'accord. Donc, vous verrez en revanche, noter que ça, c'est une équation de diffusion si on considère un temps imaginaire, et là, effectivement, ça devient cohérent. Si on considère un temps imaginaire, on a affaire à une équation de la diffusion ici. Bon, vous verrez des gens parler comme ça, hein, pour la résolution de l'équation de Schrödinger. Voilà, c'est une autre manière de présenter les choses. Ok, donc maintenant on peut attaquer la partie intéressante, à savoir la partie spatiale, et pour ça on va planter encore un tout petit peu le décor. D'abord E, je l'ai dit, c'est l'énergie, hein, et
les valeurs admissibles seront les valeurs propres du système. On a vu que ça allait être le cas, tel que les choses ont été écrites. Ensuite, la fonction d'onde, elle doit être normalisable, c'est-à-dire que son sens physique, notamment, c'est que si vous prenez la triple intégrale sur tout le volume de psi bar psi, ça vous donnera 1 parce que l'intégrale sur un certain volume donné pour le coup de psi bar psi, c'est la probabilité de trouver la particule considérée dans l'élément de volume considéré. Donc si on fait l'intégrale sur tout l'espace, la particule doit bien se trouver quelque part, donc sa probabilité doit faire 1, donc on doit avoir triple intégrale sur tout le volume de psi bar psi qui doit être égal à 1. Ça implique du coup que psi doit tendre vers 0 à l'infini, forcément, sinon ça ne sera pas intégrable. C'est une condition nécessaire mais pas suffisante, évidemment. Ok. Et donc, on voit que psi va avoir comme forme, la partie temporelle on l'a résolue, a exponentielle moins iet sur h bar, u. Et on va appeler ça un état stationnaire, dont le niveau d'énergie est E. Alors pourquoi état stationnaire? Si on fait un calcul de densité de probabilité, c'est-à-dire le carré de la norme de psi, ou psi bar psi, ça revient au même, on obtient quoi? On obtient a carré, norme de exponentielle moins i e t sur h bar au carré, fois u au carré. Mais exponentielle moins i θ, sa norme c'est 1, donc ce terme-là est constant, égal à 1. Et ce qu'on obtient, c'est le produit de deux termes, a carré, u carré, qui sont indépendants du temps, et donc cette grandeur est indépendante du temps. Et donc on appelle ça un état stationnaire. Voilà. Ok, donc maintenant on va s'intéresser à l'atome d'hydrogène en particulier, et c'est, j'espère que c'est évident pour vous en tout cas, qu'on a affaire à une symétrie sphérique, c'est-à-dire que l'électron se trouve centré sur une masse qui, par rapport à celle de l'électron, est très grande. C'est la masse du noyau, elle est à peu près 1000 fois supérieure à celle de l'électron. Donc on va considérer que le noyau ne bouge pas et que l'électron se trouve autour, et qu'il est pris dans le potentiel électrique engendré par le proton, qui constitue le noyau de l'hydrogène. Et donc ça nous donne une symétrie sphérique. Le potentiel du coup électrostatique que voit l'électron, donc ça c'est les lois simplement de l'électrostatique. Le potentiel V, c'est le produit des charges, c'est-à-dire E pour le proton, moins E pour l'électron, donc moins E carré divisé par la distance, donc divisé par R, la distance au noyau, entre l'électron et le noyau. Du coup, dans cette perspective-là, l'équation de Schrödinger s'écrit IH bar dpi sur dt égale moins H bar carré sur 2 mu, Laplacien de psi, moins E carré sur R psi. Donc ça, c'est notre potentiel. C'est ça qui nous permet finalement de dire qu'on est en train de travailler sur l'atome d'hydrogène. Toute cette partie-là, en quelque sorte, elle est commune à énormément de situations diverses. Maintenant, on va faire la séparation. Donc, on vient juste de la faire, du coup je ne vais pas insister plus, on obtient exactement ce qu'on a vu juste avant. La seule différence étant que tout à l'heure on avait V, maintenant on a moins E carré sur R, qui est le potentiel dans la situation qui nous intéresse. T, on l'a déjà résolu, on ne va pas y revenir. Ce qui nous intéresse, c'est de résoudre la partie indépendante du temps, c'est là qu'on va avoir du travail pour résoudre l'équation de Schrödinger. Donc pour la partie indépendante du temps, comme on l'a vu juste avant, on multiplie par U. Et ce qu'on obtient du coup c'est moins H bar carré sur 2 mu, Laplacien de U, moins E carré sur R U égale EU. Ok. Donc ça nous donne déjà le point de départ pour notre équation. Maintenant on substitue le Laplacien par son expression en symétrie sphérique. D'accord. Donc c'est d2u sur dr2, plus 2 sur r du sur dr, plus 1 sur r carré, d2u sur dθ2, cotangente θ du sur dθ, coséquente carré de θ, d2u sur dφ2, ok, et moins e carré sur ru égale u, ça on l'a déjà vu. Bon voilà, il n'y a rien de surprenant, ici le Laplacien c'est le Laplacien habituel. Et ce qu'on voit c'est que quand on va séparer la partie en potentiel qui dépend de r, on va la laisser avec la partie radiale. C'est-à-dire que pour la partie angulaire, tout ce qu'on va prendre, entre guillemets, ça va être cette partie-là, la partie en dépendante de θ et phi. Okay, on va la séparer de la partie radiale, et ça va être égal donc à une nouvelle constante de séparation qui va être notée θ, qu'on voit apparaître ici, et là pour la partie radiale. Si vous regardez bien ici, ce qu'on a, c'est l'équation qu'on résout. Donc j'ai noté y, et c'est pas un hasard parce que ça va nous donner... alors là, ça devrait pas être du, ça devrait être dy. Il y a des petites erreurs sur les slides, je suis désolé. Ce qu'on obtient du coup, c'est l'équation des harmoniques sphériques en fait. Pour la partie angulaire, là, on a déjà résolu ce problème-là. En revanche, ici pour la partie radiale, on a quelque chose de nouveau.
Donc état et la constante de séparation, pour la partie angulaire, je viens de le dire, hein, c'est les harmoniques sphériques. Du coup, on sait que la constante état pour les harmoniques sphériques, c'est nn plus 1, d'accord, avec n qui vaut 0, 1, 2, etc. Et du coup, nos solutions sont les YNM, les harmoniques sphériques, hein, indice n et m, qui dépendent de θ et phi, et qui ont 2n plus une solution pour une valeur de n donnée. Donc ça va correspondre à nos orbitales atomiques. Pour mémoire, hein, si vous avez fait un peu d'atomistique, vous savez que vous avez des orbitales S, P, D, F. Les orbitales S, la sous-couche S a une seule orbitale. Les orbitales P, il y en a 3, d'accord, dans la sous-couche P. Dans la sous-couche D, il y en a 5, d'accord, c'est 2n plus 1 ici. À chaque fois, donc ça nous donne des nombres impairs. Ok, pour la partie radiale maintenant, allons-y, c'est ça qui va nous retenir le plus aujourd'hui. On doit donc résoudre cette équation-là, hein, moins h bar carré sur 2 mu, r seconde plus 2 sur rr prime moins nn plus 1, puisque état on a su identifier combien ça valait, sur r carré moins e carré sur r égale r. Ok. Donc, d'abord on va profiter du fait qu'on a un peu d'arguments pour le coup, pour nous dire que comme on a affaire à un étalier, le niveau d'énergie doit être négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'électron se trouve dans un niveau d'énergie plus bas près du noyau que loin du noyau au niveau du vide. Donc on prend comme principe que l'électron tout seul dans le vide est à un niveau d'énergie nul, et quand il s'approche du noyau, il se retrouve sur un niveau d'énergie négatif. On a un argument chimique ou physique pour justifier ça. Donc on va commencer par faire un premier changement de variable en notant alpha, le terme racine de moins 8 mu e sur h bar carré. Et du coup on va noter une nouvelle variable s qui sera égale à alpha r et une nouvelle fonction w qui va être une fonction de s qui sera en fait égale à grand R de s sur alpha. Donc ce changement de variable, alors je vous laisse faire toute la mécanique entre guillemets du changement de variable. Et là, ça vraiment, c'est pas un changement qui a quelque chose de particulier. Hein. On arrive à cette équation-là, à savoir quelque chose qui est w seconde plus 2 sur s w prime. D'accord, w seconde c'est le r seconde, hein, le 2 sur s w prime c'est ce terme-là. Moins nn plus 1 sur s carré w. D'accord, on obtient bien la même chose qu'ici. Moins w sur 4, donc pour le voir apparaître celui-là, il faut faire un peu toute l'opération de substitution. Plus 2 mu e carré sur alpha h bar carré 1 sur sw, ça c'est ce terme-là ici qu'on a, d'accord, égale le ER, pardon, il est passé dans le alpha, oui, c'est ça, on l'a absorbé dans le alpha. Donc oui, il faut, oui, j'ai pas fait les étapes, donc moi-même je recharge un peu mes petits. Donc je vous laisse le refaire de votre côté, c'est pas une substitution particulièrement compliquée, il faut juste être systématique, hein, comme d'habitude, quand on dérive R, R, pour faire le changement de variable, bien s'apercevoir que le alpha sort et va compenser, comme d'habitude, les choses comme il faut, enfin bon, etc. Ok. Et après ça, on va faire un deuxième changement de variable sur cette équation-là, qui va être, on va postuler une forme pour W, qui sera de la forme s puissance n exponentielle moins s sur 2 y de s. Alors, on n'a pas le temps ici de justifier complètement pourquoi on prend ça. Il faudrait faire un peu un cours sur les équations différentielles un peu plus poussées. J'exclus pas de le faire dans l'avenir, mais pour l'instant, c'est pas le cœur de la recherche qu'on a ensemble. Ce qu'on a, nous, c'est l'équation dérivée partielle qu'on veut résoudre. Donc, je passe un peu vite sur certains de ces trucs parce que pas le temps de tout voir. Mais si on fait cette substitution, et à nouveau je vous laisse la faire, ce que vous obtenez, c'est cette équation-là. SY seconde, facteur de 2n plus 1 moins s fois y prime, plus nu moins n moins 1 y égale 0. Et ici, nu vaut ce terme-là, en fait, un 2 mu e carré sur alpha h bar carré. Ok. Et voilà. Et c'est une très bonne nouvelle parce que on se retrouve avec une équation qui ressemble à quelque chose de connu, qu'on n'a pas déjà vu ensemble, mais de connu dans la littérature, et qu'on va pouvoir du coup utiliser. C'est une équation qu'on appelle l'équation de la guerre généralisée, ou l'équation de la guerre associée, suivant, vous verrez un peu les deux terminologies. Pour la résoudre, on va d'abord présenter l'équation de la guerre, et les polynômes de la guerre, hein, donc c'est encore à nouveau des polynômes orthogonaux, comme on en a déjà rencontré, hein, les polynômes de Legendre, qu'on avait déjà vu par exemple. C'est le même genre de situation, et on avait vu les polynômes de Legendre associés, ça nous avait amené aux harmoniques sphériques. On va avoir quelque chose d'un peu similaire ici. Donc l'équation de la guerre, elle s'écrit xy seconde plus 1 moins xy prime plus ny égale 0. Donc ça, c'est l'écriture de l'équation de la guerre. On voit que x égale 0 est une singularité. Hein, si on divise par x pour l'avoir mettre sous forme canonique, entre guillemets, on a du 1 moins x sur x ici.
qui va nous donner du 1 sur xy' et qui va donc être divergent. Il va être divergent ici aussi de toute façon. Mais c'est une singularité régulière, on peut la faire disparaître en multipliant ce terme-là par x. Donc il n'y a pas de problème, on peut utiliser la méthode de Frobenius. Donc on ne s'en prive pas, on va utiliser la méthode de Frobenius. Pour ça, on la met sous la forme nécessaire pour appliquer Frobenius, à savoir qu'on multiplie par x de chacun des termes là pour avoir x carré y seconde, c'est ça le but du jeu. Plus x fois 1 moins x y' plus kx fois y. Alors ici il y a un petit changement, n je l'ai renommé k, pour pas mélanger, il y aura un peu d'interaction entre plusieurs entiers, donc j'ai choisi de changer celui-là. Bon, j'espère que ça vous perdra pas, de toute façon quand on y reviendra, on en prendra note également, et puis voilà. Donc il s'agit bien de la même équation, on a juste renommé n en k. Et donc on obtient ici, on se rappelle que x n'intervient pas, mais que dans la série de Frobenius, on va avoir besoin des coefficients du développement limité, mais comme c'est des polynômes, il est vraiment limité, ici à 2 termes et là aussi à 2 termes, qui sont, on va les renoter pour la mémoire, c'est évident, que B0 vaut 1, que B1 vaut moins 1, c'est le coefficient de moins x, et pour les B supérieurs à 1, ils valent tous 0, il n'y a pas de terme d'ordre supérieur à 1. Pareil pour les C, C0 est égal à 0, il n'y a pas de terme constant qui multiplie le y ici. C1, c'est juste K, c'est ce qui multiplie le x. Et pour les C supérieurs à 1, il n'y a pas de terme d'ordre supérieur de degré supérieur à 1, donc tous les C supérieurs à 1 valent 0. Donc on intègre tout ça dans l'équation indicielle, peut-être qu'on l'avait vu dans le cours sur la méthode de Frobenius, et on obtient cette équation indicielle, mm-1 plus m égale 0, ça fait m2 moins m plus m égale 0, ça fait m2 égale 0. Donc on a une racine double, m égale à 0, ce qui veut dire qu'on n'aura qu'une seule série de Frobenius, qui pourrait être solution. La seconde solution serait logarithmique, et on ne va pas la prendre en compte parce qu'elle serait divergente pour r qui tend vers 0. Donc on est intéressé que par la série de Frobenius qu'on pourra en déduire. Donc c'est parti, on va chercher la relation de récurrence. À nouveau, je vous laisse vérifier. Vous introduisez ça dans l'équation qu'on avait établie dans le cours sur Frobenius. Et on obtient du coup an facteur de n-1 plus n, plus an-1 facteur de moins 1 fois n-1 plus k égale à 0. Okay. On remanipule un peu tout ça, ici ça fait n2 moins n plus n, ça fait an-n2, moins, ici ça va faire moins n plus 1 plus k, égale à 0. On fait passer le an-1 de l'autre côté, on divise par n2, ça fait an égale an-1 facteur de n-1 moins k sur n2. Donc on a la relation de récurrence entre les coefficients. On peut commencer à calculer quelques coefficients à partir de A0. Donc A1 ça va être égal à donc A0 fois 0 moins k sur 1 au carré, donc ça fait moins k sur 1 au carré. Okay. A2 ça va être égal à A1 facteur de 1 moins k sur 2 au carré, pardon. Et on resubstitue A1 par sa valeur en fonction de A0, et donc on obtient A0 multiplié par, j'ai pris dans l'autre sens, moins k sur 1 au carré fois 1 moins k sur 2 au carré, ça fait moins k fois 1 moins k sur 2 au carré. Et le moins, on peut le faire rentrer dedans et faire k fois k moins 1 sur 2 au carré fois A0. Okay, de la même façon, A3, si on le calcule, ça va faire du 2 moins k sur 3 au carré A2. Et on voit que ça va nous faire du moins k, k moins 1, k moins 2 sur 2 au carré, 3 au carré A0. Ici en bas, on voit apparaître du factoriel n au carré, d'accord ? Et voilà. Et là, ici, on voit apparaître un terme qu'on a déjà rencontré. Je ne me rappelle plus si je m'étais étendu dessus, mais qu'on peut mettre sous la forme factoriel k sur k moins n factoriel. Ça nous rend ce terme-là. Là, ici, on a le factoriel n au carré qui est là, et on a du moins 1, on voit que le signe moins alterne en fait, un coup sur deux. On a du moins 1 puissance n, fois A0. Donc ça, c'est l'expression du terme général pour notre série de Frobenius. Donc on a une série infinie a priori, yk de x, qui est égale à A0, facteur de 1 moins kx plus kk moins 1 sur 2 carré x2, plus etc., plus ce terme-là qu'on vient de trouver, plus etc. Voilà. Cette expression, comme on l'avait vu pour les polynômes de Legendre, va être finie dès lors que k sera un terme entier, puisque dès lors que k sera entier, à partir d'un certain rang, n égale à k, tous les termes suivants vont être égaux à 0. Tous les coefficients suivants, vont être égaux à 0, et donc là, la série va se terminer. Et ce sont les seules séries qui ne seront pas divergentes. Donc c'est les seules qu'on va conserver comme étant significatives. Je ne démontre pas tout ça. Encore une fois, je finirai probablement par faire un cours sur les polynômes orthogonaux, où on fera tout ça de façon un peu plus propre.
Pour l'instant, on se le donne, ça nous permet d'avancer sur la partie équation dérivée partielle. Ok, donc on suppose donc en fait que les solutions à notre équation de la guerre qui sont intéressantes sont les polynômes de la guerre, pour lesquels k est un entier, yk de x donc. Et on va considérer qu'on va prendre, puisque A0 est une constante arbitraire, on va commencer par la prendre égale à k factoriel. Et du coup, ça permet d'écrire les polynômes. Le premier, L0 de x est égal à 1, L1 de x est égal à 1 moins x, et de la même façon, on peut calculer les autres. L2 de x va être égal à 2 moins 4x plus x2, L3 de x va être égal à 6 moins 18x plus 9x carré moins x3. Je vous laisse faire à partir de la relation qu'on a vue avant, ça marche très bien, il n'y a pas de lézard. Et on peut trouver une relation générale qui donne les polynômes de la guerre. D'ordre k, pardon, donc lk de x, c'est k factoriel au carré, facteur de la somme de n égale 0 à k de moins 1 puissance n sur n factoriel au carré, k moins n factoriel, x puissance n. Ok, donc on se rappelle que ce k, en fait, c'était le n de notre équation. Quelques propriétés des polynômes de la guerre. Les lk de x ont k0 pour x compris entre 0 et plus l'infini. Et comme c'est un polynôme d'ordre k, ça veut dire qu'en fait tous ces zéros sont compris entre 0, enfin sont sur la partie positive de l'axe des réels. On peut démontrer tout ça, hein, mais je ne vais pas les démontrer. On a une relation analogue à la formule de Rodrigue qui permet de calculer les polynômes d'ordre n. Alors là je suis repassé en n. Cette relation elle est là, hein, c'est exponentielle x, dérivée énième de x puissance n exponentielle moins x. Voilà. Ensuite, les fonctions sont orthogonales par la fonction poids exponentielle moins x, hein, qu'on retrouve ici dans la formule de Rodrigue. Et ce qu'on a du coup, c'est que l'intégrale de 0 à l'infini de Lm fois Ln fois exponentielle moins x dx est égale à 0 si m est différent de n. Okay, ces fonctions sont orthogonales. Ensuite, on en vient à ce qui va nous intéresser réellement, qui sont les polynômes de la guerre, généralisés. Alors, on aurait pu les introduire de deux façons différentes. Je l'ai fait un peu à l'envers. Je le regrette un peu, mais j'ai pas le courage de corriger mes slides. Il faut que j'avance sur le cours. Je vais juste le dire rapidement à la fin. L'autre façon qu'on aurait eu de les introduire, bon, c'est pas dramatique. Donc on peut introduire leur relation d'abord et voir qu'elle va satisfaire l'équation qui nous intéresse, ou on aurait pu raisonner un peu différemment, mais c'est pas grave. Donc les ln de alpha, donc qui sont les polynômes de la guerre généralisés, s'écrivent comme c'est écrit là, hein, gamma de alpha plus n plus 1. D'accord, donc alpha est un entier, ça fait factoriel à alpha plus n. Gamma c'est bien notre fonction de l'air qui nous donne le factoriel des réels. Ensuite, multiplié par la somme de j égale 0 à n de moins 1 puissance j sur j factoriel, n moins j factoriel, gamma, fois x puissance j. Ok. Ces polynômes de la guerre généralisés ont des propriétés. D'abord, ln 0 de x est égal à ln de x. Si on prend le alpha égal à 0, hein, ça fait en fait factoriel n ici. Alors si on regarde un peu en arrière, ouais, alors il faut aller voir un peu dans le détail pour démontrer ça. Ouais, je vais pas le faire ici. Ça va être un peu trop taquin. Le faire à la volée, comme c'est pas préparé, ça, je vais partir en vrille. Donc c'est une propriété néanmoins qui se démontre que ln0 de x est égal à ln de x. D'accord. Ensuite, on a à nouveau une propriété d'orthogonalité. Alors là, on va se donner tout parce qu'on va en avoir besoin plus loin. À savoir que l'intégrale de 0 à l'infini de lm alpha fois ln alpha exponentielle moins x, x puissance alpha dx. Donc la fonction poids, hein, c'est exponentielle moins x fois x puissance alpha, est égale à gamma de alpha plus n plus 1 sur factoriel n, delta nm. Ok, donc delta nm c'est la fonction, c'est le symbole de Kronecker. Si n est différent de m, ça fait 0, donc on a bien des fonctions orthogonales parce que leur produit scalaire fait 0 si n est différent de m à cause de ce delta nm, et par ailleurs on a la valeur donnée ici de leur intégrale. Ensuite, à nouveau, on a une formule de Rodrigue qui va prendre la forme qu'on voit ici, hein, x puissance moins alpha fois exponentielle x sur factoriel n, multiplié par la dérivée nème par rapport à x de x puissance n plus alpha fois exponentielle moins x. Okay. Et on va avoir quelques propriétés très importantes qu'on va utiliser tout de suite, hein, pour voir alors pas celle-là, mais les suivantes. Enfin, elle est importante aussi, mais c'est les suivantes qui vont nous servir plus. Elle sert à démontrer celle qu'on va pas démontrer après. Bref, la dérivée de ln alpha, c'est moins ln moins 1 alpha plus 1. D'accord. Ok. Maintenant, on a trois propriétés dont on va servir à peu près immédiatement, qui sont que ln de alpha, mais qu'on va pas démontrer, est égal à x sur n, ln moins 1 de alpha dérivée, plus 1 plus alpha sur n moins x sur n, ln moins 1 de alpha. Okay. Deuxième propriété, la dérivée de ln alpha, c'est aussi égal à la dérivée de ln moins 1 alpha moins ln moins 1 alpha. La troisième propriété,
n plus 1 fois ln plus 1 de alpha, plus n plus alpha fois ln moins 1 alpha, est égal à 2n plus alpha plus 1 moins x fois ln alpha. Ok, donc on a ces trois propriétés, c'est ces deux-là qui vont nous servir immédiatement. On va montrer en fait quelles sont solutions de l'équation qui nous intéresse, qu'on n'a pas encore tout à fait présentée, mais on va la trouver. Donc on raisonne un peu à l'envers, je suis désolé. Donc on prend la première équation et on va la différencier. Et après, on va faire un changement d'indice, on va changer l'indice n en n plus 1. Donc si on différencie cette équation, on obtient ln alpha prime, et si on passe de n à n plus 1, ça fait ln plus 1 alpha prime. Ok. Égal, alors ici on a un produit de deux fonctions, donc on peut dans un premier temps dériver, c'est u fois v, hein, donc on fait u prime v, donc on dérive d'abord x sur n, ça fait 1 sur n fois ln moins 1 alpha, mais on passe en n plus 1, donc ça fait 1 sur n plus 1 fois ln alpha prime. Deuxième étape, ça va être de dériver cette partie-là, donc ça va faire x sur n plus 1 quand on passe à n plus 1, et ça va faire la dérivée seconde de ln en fait alpha, puisqu'on passe à n plus 1. Donc ln alpha seconde. Ok. Donc ces deux termes-là viennent de ce terme-là quand on dérive. Et ce terme-là, pareil, quand on le dérive, on a u fois v. Hein. Donc la dérivée de ce terme-là, ça va faire du 1 sur n plus 1 ln moins 1 alpha. Ln alpha, pardon, puisqu'on passe à n plus 1. Donc c'est ce terme ici, d'accord, et il est négatif parce qu'on est moins ici. Et après, on dérive cette partie-là, donc ça fait du ln moins 1 alpha prime, et le n moins 1 devient n parce qu'on passe à n plus 1, et du coup ça fait alpha sur n plus 1 et x sur n plus 1. Okay, donc ces deux termes-là viennent bien de ce terme-là. Ok, donc on a différencié 1 et on est passé à n est devenu n plus 1. Ensuite on prend 2 et on va aussi multiplier par n plus 1 pour cette équation-là. Donc ce que nous dit cette équation-là, c'est que ln alpha prime est égal à ln-1 alpha prime moins ln-1 alpha. On l'applique à ce terme-là uniquement en fait, ce qui veut dire que le n devient n-1, mais comme c'est un n plus 1, ça devient n, et on se retrouve avec du coup ln alpha prime moins ln alpha, d'accord, et on multiplie tout par n plus 1, donc ça fait n plus 1 ln alpha prime moins n plus 1 ln alpha, c'est bien ce terme-là fois n plus 1, et le 1 sur n plus 1 ici disparaît parce que ça devient 1 simplement, x sur n plus 1 devient simplement x, ici 1 est multiplié par n plus 1, alpha reste alpha, puisque le n plus 1 s'en va, le n plus 1 s'en va, ça devient juste moins x, et ici pareil, 1 sur n plus 1 fois n plus 1, il reste directement ça. Okay. Et maintenant je vous laisse faire les calculs pour finir, hein. Vous pouvez voir que tout se réarrange et va donner cette équation-là, dont par définition, à cause des propriétés qu'on vient de voir, les ln alpha sont solutions, à savoir x ln alpha seconde, plus alpha plus 1 moins x ln alpha prime plus n ln alpha égale à 0. Donc c'est x y seconde plus alpha plus 1 moins x fois y prime plus n y égale 0, qui est l'équation de la guerre généralisée a priori. Donc on a pris les ln alpha, on a utilisé leur propriété pour montrer qu'ils étaient solutions de cette équation-là. Il y a une autre approche qui aurait pu être satisfaisante aussi, hein, qui est de montrer que si y est solution de l'équation de la guerre, d'ordre n plus alpha, alors les dérivés alpha m de y sont solutions de l'équation de la guerre associée qu'on vient de voir ici, ou de la guerre généralisée. Hein. C'est la même équation. Voilà, ça aurait pu être plus satisfaisant pour l'esprit éventuellement. Bon, j'ai pas pris cette approche, je l'ai réalisé dans un deuxième temps que j'aimais pas, et j'avais plus le courage de tout refaire. Donc voilà, j'ai juste rajouté cette phrase à l'arrache pour vous dire qu'on pouvait raisonner autrement. Bon, ça n'a pas grande importance. Ce qu'on a bien vu ensemble, c'est qu'effectivement on arrive à la solution de cette équation. Ok, maintenant revenons à l'équation de Schrödinger. Rappelons-nous un petit peu ce qu'on avait dit, parce que c'est peut-être un tout petit peu loin dans la mémoire. Hein. On avait posé que alpha, c'était racine de moins 8 mu e sur h bar carré, s c'était notre variable alpha sur r, w c'était r de s sur alpha, simplement. Et on avait postulé une forme pour w qui était s puissance n, exponentielle moins s sur 2, y de s, et on avait noté nu la valeur de mu e carré sur alpha h bar carré, et ça nous avait conduit à cette équation, sy seconde plus 2 facteurs de n plus 1 moins s y prime plus nu moins n moins 1 fois y égale 0. Et si on écrit l'équation de la guerre généralisée, d'accord, attention, le alpha n'est pas tout à fait le même, et pas ce alpha là, quoi. Elle s'écrit xy seconde plus alpha plus 1 moins x, y prime, plus ny égale 0. Donc si on regarde un tout petit peu bien maintenant, on sait que les solutions de cette équation-là, ce sont les ln alpha. Maintenant, il faut identifier un peu les choses. Simplement, on a bien le moins s qui est l'équivalent du moins x. En revanche, on a 2 facteurs de n plus 1 au lieu de alpha plus 1 ici. On a nu moins n moins 1 à la place de n. Ok, donc ça veut dire que on va prendre alpha ici égal à 2n plus 1. D'accord.
Donc si on prend alpha égale à 2n plus 1, ça fait 2n plus 2 moins x, ce qui est exactement la même chose que 2n plus 2 moins s. Donc si on prend alpha égale 2n plus 1, ça va être bon. Et n, ici, il faut qu'on le remplace par nu moins n moins 1. Et ça va nous donner les solutions. Ça veut dire que les solutions seront... Et ça veut dire, pardon, excusez-moi, que nu doit être supérieur ou égal à n plus 1. Et donc les solutions seront des solutions polynomiales de degré nu moins n moins 1, qui vont s'écrire, du coup, ce sera les polynômes de Laguerre généralisés, sauf que c'est pas ln alpha simplement, c'est L de nu moins n moins 1 pour la partie en bas, et pour alpha c'est 2n plus 1. D'accord ? Donc les y de s dans l'équation qui est là, donc l'équation qui nous intéresse pour la résolution de l'équation de Schrödinger, c'est les ln alpha avec en fait L de nu moins n moins 1 et 2n plus 1 pour la partie alpha de s. Du coup, à partir de là, w de s, on peut l'écrire, hein. Ça va être une fonction qui va dépendre de deux nombres, nu et n, et elle va s'écrire s puissance n, c'est ce qu'on a ici en fait, hein, s puissance n exponentielle moins s sur 2, L de nu moins n moins 1, 2n plus 1 de s. Donc le polynôme de Laguerre généralisé obtenu par cette relation-là. Et finalement, on peut écrire la fonction r de r. D'accord, on se rappelle que w de s, c'est r de s sur alpha. Donc r nu n de r, ça va être exponentielle moins alpha r sur 2. On n'a qu'à remplacer en fait s par son expression, qui est alpha r. Hein. Donc s devient alpha r ici, donc ça fait exponentielle moins alpha r sur 2. Le s puissance n, ça devient alpha r puissance n. Et ici, on obtient un polynôme de Laguerre correspondant, non pas de s, mais de alpha r. Ok, super, voilà, on a trouvé pour la partie radiale la solution. On va pouvoir faire un autre petit arrangement qui va nous faciliter la vie par la suite, qui est d'utiliser une unité standard pratique, qui est le rayon de bord, qui s'écrit h bar carré sur mu e carré, et ça vaut 0,53 angstrom, hein, grosso modo. Ça permet de réécrire r nu n de r comme étant exponentielle de moins r sur nu a, multiplié par 2 sur nu a r à la puissance n, et fois toujours le polynôme de Laguerre généralisé, de 2 sur nu a fois r. Okay. Voilà, je vous laisse reprendre par vous-même, voir que ça passe, il n'y a pas d'arnaque, en plus les relations sont tellement similaires qu'il n'y a pas de lézard, j'espère, qui s'allume pour vous. Donc les conclusions qu'on peut en tirer d'abord, c'est que les états liés ont des énergies E nu qui sont égales à moins E puissance 4 mu sur 2h bar carré fois 1 sur nu carré. D'accord, parce que si on se rappelle bien ce qu'on avait écrit, pour le coup au tout début, on avait écrit que nu est égal à 2 mu E carré sur alpha h bar carré. D'accord, et ça c'est aussi égal à E carré sur h bar racine de mu sur moins 2e. Donc si vous reprenez cette relation-là dans l'autre sens, vous obtenez cette relation-là pour les niveaux d'énergie, et les valeurs de nu là varient pour 1, 2, 3, etc. Okay. À chaque niveau d'énergie E nu, on va avoir nu carré état lié. Nu carré, ici, on l'obtient comme étant, alors, ouais, prenons une chose après l'autre, hein. On l'a parce que pour la partie spatiale, hein, donc ce qui est la partie qui nous intéresse, U est donc fonction de 3 nombres quantiques, nu, nm. Alors par rapport aux notations habituelles, on a souvent nlm, ou lnm plutôt. Bon, je sais pas tout à fait la notation habituelle parce que je suis parti sur un autre bouquin et j'ai pas voulu revenir en arrière et foutre le bazar partout. Donc voilà, donc il y a souvent un L qui se promène à la place du nu là, mais bon c'est pas. Donc on a des YLM et des NM ici en fait. Bon, désolé, j'ai un peu mis le bazar. J'espère que vous y retrouvez, il faut juste faire gaffe aux notations. Tout ça pour dire donc que la fonction U de Rθ phi est égale au produit de la partie radiale fois la partie angulaire. Ça, oui. Les valeurs absolues de m doivent être inférieures ou égales à n, qui doit être strictement inférieur à nu. D'accord ? Parce qu'on avait écrit, pardon, je reviens un tout petit peu en arrière, hein, qu'on devait avoir nu supérieur ou égal à n plus 1. On peut écrire ça autrement que nu doit être inférieur ou égal à nu moins 1. Donc ça nous justifie que on prenne n strictement inférieur à nu. D'accord ? Et on a 2n plus une fonction propre pour chaque n, hein, à cause de la valeur que prend m ici, que peut prendre m. Et si, alors ça je vous laisse le faire dans votre coin, mais si vous faites somme de n égale 0 à nu moins 1 de 2n plus 1, vous obtenez nu carré. D'accord ? Donc on a nu carré est allié pour chaque niveau d'énergie nu. Ok, maintenant on peut écrire la fonction d'onde, hein, psi de nu n m de r θ phi et t, c'est égal à
une constante de normalisation pour que l'intégrale sur tout le volume fasse 1 pour notre fonction d'onde, enfin du carré de la fonction d'onde. Donc a nu n, exponentielle moins i e nu t sur h bar, d'accord, l'expression de e nu on l'a trouvée, hein, ici, donc c'est ça qu'il faut substituer là-dedans, donc ça fait un truc un peu long, mais c'est pour ça que c'est bien de rester e nu, donc ça c'est la partie temporelle, et puis pour la partie radiale c'est les r nu n, comme on l'a vu juste avant, et pour la partie angulaire c'est nos bonnes vieilles harmoniques sphériques, d'accord. A nu n, on peut montrer, on a vu un peu les choses, parce qu'on avait là, on doit normaliser le carré de cette chose. L'exponentielle, comme elle a une norme de 1, quand on multiplie, il n'y a pas de surprise. Normalement, les harmoniques sphériques, elles sont gentiment normalisées. Donc il faut juste faire gaffe aux constantes qui tombent, et puis c'est ce terme-là dont on avait vu puisque c'est polynôme de Lagrange généralisé avec quelques autres termes, on avait vu un peu la forme de son intégrale. Donc c'est une intégrale en soi qui n'est pas difficile, parce que c'est une intégrale, qui n'est pas difficile. On peut séparer parce que les termes sont des fonctions r de r fois θ de θ fois phi de phi, donc on peut intégrer 3 intégrales simples. La partie temporelle on s'en fout, c'est norme pour 1. Et donc ça se fait, il faut juste aller un peu tâtonner les choses proprement, je l'ai pas fait parce que ça me fatiguait. Voilà, on a trouvé l'expression, maintenant essayons de se donner au moins une orbitale atomique. On va le faire ensemble une fois, et voir que ça y est, on a tous les ingrédients, on pourra comparer après avec ce qu'on trouve dans les bouquins. Donc on a ici toute la recette pour trouver l'équation d'une orbitale atomique. On sait que l'orbitale, la fonction d'onde psi nu nm de r θ phi et t est égal à ce qu'on a écrit là, et ce qui nous intéresse pour l'orbitale, en fait, c'est la partie spatiale uniquement, d'accord. Donc le r nu n, il est égal à exponentielle moins r sur nu a, 2 sur nu a fois r à la puissance n, fois les polynômes de Laguerre, là, de 2 sur nu a r, généralisé, pardon. La constante d'intégration, a nu n, qu'on a vu, de normalisation, pardon, qu'on a vu, a nu n. Et ensuite, je vous ai rappelé les harmoniques sphériques, ici, les premières, y0, 0, y1, 0 et y1, 1. Et l'équation de Rodrigue pour obtenir les polynômes de Laguerre généralisés, donc le ln alpha qui est donné par ça. Okay. Donc essayons de calculer U2, 1, 1. Donc on est pour n égale à 2, donc on est sur la deuxième couche, si on compte bien, d'accord, et on est sur une orbitale P, puisqu'on a le deuxième nombre quantique qui vaut 1, et on est sur la deuxième orbitale P dont le troisième nombre quantique vaut 1. C'est ça qu'on est en train de calculer. Ok, donc il faut d'abord qu'on calcule A de 1, d'accord, donc ça fait 2 sur A fois nu, donc nu nous est égal à 2, d'accord, donc 2 sur 2 ça fait 1, donc ça va faire du 1 sur A cube. Ici on a nu qui vaut 2, moins 1, ça fait 0, factoriel ça fait 1. En bas on a 2 fois nu qui fait 4, fois le factoriel de 2 plus 1, 2 plus 1 ça fait 3, son factoriel ça fait 6, donc ça fait du 24, d'accord. Donc ça fait racine de 1 sur 24 A cube. Okay, donc ça c'est le A de 1. Ensuite on a R de 1 à calculer. Donc ici on va avoir exponentielle de moins R sur nu qui vaut 2 fois A, donc exponentielle de moins R sur 2A. Ici on a 2 sur 2 qui fait 1, donc ça fait R sur A à la puissance n, n fait 1, donc ça fait R sur A. Et après on a le polynôme de Laguerre généralisé à sortir. Donc on doit, alors je m'aperçois que je n'ai pas mis les étapes, on doit appliquer cette relation-là, d'accord, ln alpha, ok, est-ce que j'ai rappelé, oui c'est ici, donc le n au sens du polynôme, au sens de la formule de Rodrigue ici, pour nous c'est nu moins n moins 1, c'est-à-dire 2, moins 1, donc 0, donc ici on a un 0, d'accord, donc on ne va pas dériver, ça va faire de la dérivée zéroième, donc on ne va pas dériver ce terme-là. Et pour alpha, on a 2n plus 1, c'est-à-dire n est égal à 1, donc c'est-à-dire 3. Donc on a L03. Donc ça fait x puissance moins 3 fois exponentielle x sur factoriel 0 qui fait 1. On ne dérive pas, et qui multiplie x puissance n plus alpha, c'est-à-dire 0 plus 3, donc x puissance 3. Donc le x moins 3 fois x puissance 3, ça va faire 1. Et exponentielle moins x fois exponentielle x, ça va faire 1. Donc au total, ça fait 1 tout ça. Le L03, ah si d'accord, j'avais prévu de le faire. Donc exponentielle moins R sur 2A, R sur A, ça on l'a vu avant. Et on a le L03 de R sur A. Et L03, si quand même, j'ai un peu fait les choses, pardon.
je suis gouré. C'est donc bien x puissance moins 3 fois exponentielle x sur 1, la dérivée zéroième de x puissance 3 fois exponentielle moins x. Donc ça au total ça fait 1, d'accord? Parce que ça on ne le dérive pas. X moins 3 fois x3 ça fait 1, exponentielle x fois exponentielle moins x ça fait 1, et donc on a 1 pour ce terme-là. Ensuite y11 il est rappelé ici, là on ne va pas le redémontrer, on avait démontré ces choses-là. Il vaut moins racine de 3 sur 8pi sinus θ exponentielle phi. Ok, donc au total maintenant on met tout bout à bout. Alors je vous laisse faire juste le calcul pour vérifier au niveau de la constante, parce que j'ai fait les opérations. On peut essayer de le faire ensemble, soyons fous. Donc on retrouve bien le exponentiel moins r sur 2a, r sur a, fois 1 pour le L03, donc r sur a exponentielle moins r sur a, le sinus θ exponentielle phi, d'accord? Donc toute cette partie-là c'est la partie qui varie, et on a la constante devant, donc on a un moins qui nous vient de l'harmonique sphérique. Et maintenant on met les deux racines ensemble, on a le pi à cube, ça il n'y a pas de problème, ils sont là et là en dénominateur. Et ensuite on a 3 sur, alors 24 c'est 3 fois 8, d'accord? Donc le 3 qui est en haut va se simplifier avec le 3 qui est en bas ici, et donc ça fait 8 fois 8, qui veut dire 8 au carré sous une racine, on peut sortir le 8, et donc ça nous fait bien ce 8 ici. Donc on obtient pour l'orbital U211 de r θ et phi, on obtient cette équation là, d'accord? Et on peut comparer, j'ai été piquer quelques orbitales dans des bouquins, enfin dans un bouquin, je ne sais plus lequel d'ailleurs, et donc celle qu'on a calculée, c'est un niveau 2P qui est là en bleu, vous regardez, c'est bien exactement la même expression que ce qu'on trouve dans les bouquins, et si vous voulez vous entraîner, voilà, faites un arrêt sur image, et vous vous entraînez à retrouver ces équations-là pour les niveaux 1S, 2S et 2P. J'ai pas fait les suivants, parce qu'il y a un moment, c'est un charme limité, mais ça permet de vérifier qu'on se gourre pas sur ces polynômes de la guerre, et tout, voilà. Ça permet de manipuler un peu ces choses-là. Voilà, si c'était un cours de chimie quantique, on s'amusera à tracer tout ça, à voir un peu le sens que ça a. On n'est pas vraiment là pour ça, on est là pour faire de la résolution d'équations dérivées partielles, donc je ne vais pas insister plus sur ces solutions. Mais voilà, ça y est, on a enfin les outils pour voir d'où viennent nos orbitales atomiques, et on a eu besoin donc de découvrir ces nouveaux polynômes orthogonaux que sont les polynômes de la guerre, et généralisés. Et voilà, on a atteint un premier sommet de notre parcours, si j'ose dire, sur les équations dérivées partielles. Ça clôt toute cette partie de méthode de séparation des variables. On va, dans le prochain chapitre, commencer à introduire la transformation de Fourier, qui est un outil aussi très important pour la résolution des équations dérivées partielles. Et donc, pour ça, c'est l'avenir. Donc, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour de mathématiques aventures. Au revoir.